Jacob Cohen et Jean Bricmont, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons faire une discussion-débat sur la stratégie à employer pour les Palestiniens. Donc, je vous laisse introduire le débat et mener la discussion. Bien. Sur ce plan, je dois dire que j'ai évolué assez rapidement vers la perspective suivante. Je pense franchement maintenant, profondément, que la théorie des deux États n'est bénéfique que pour Israël et pour ses protecteurs, l'Amérique, et pour ses complices, l'Arabie Saoudite, etc. Parce que cette idée de créer deux États, d'abord, depuis 20 ans, n'a mené qu'au renforcement de la colonisation. Et depuis 20 ans qu'on mène les Palestiniens en bateau, le nombre des colons est passé de 150 000 à 600 000. Et je ne vois pas comment un État palestinien pourra se créer, si ce n'est dans 10 ans peut-être, un minuscule Bantoustan. Donc, le fait que ce soit tous les dirigeants israéliens, de Sharon à Netanyahou, Bush, qui avait promis un État palestinien en 2005, Sarkozy, Merkel, enfin on ne va pas tous les citer, ça veut dire que c'est vraiment une stratégie qui favorise la colonisation israélienne et la même mise d'Israël sur la Cisjordanie. Ce que je préconise, et que d'autres d'ailleurs, je ne fais que reprendre certaines idées et que j'appuie, c'est que l'autorité palestinienne se dissolve. Voilà. Que l'autorité palestinienne ait le courage de dire il n'y a plus d'autorité palestinienne, nous ne servons qu'à cautionner la mainmise sioniste sur notre terre et la domination sur notre peuple. Alors, on dit à Israël, assumez, occupez-nous totalement, faites ce que vous voulez de la Cisjordanie, il n'y a plus de coopération, il n'y a plus de ministère, il n'y a plus surtout de forces de sécurité palestiniennes qui ne servent qu'à protéger les colons, les routes réservées aux colons juifs, etc. Et à ce moment-là, je pense que ça sera un branle-bas terrible au sein de la communauté internationale, au sein d'Israël. Ça sera la panique totale et on sera obligé de prendre une solution, c'est-à-dire ou bien vraiment de créer un État palestinien viable, ou bien, ce qui, je pense, que comme les Israéliens ne renonceront jamais à faire revenir même un seul colon de Cisjordanie, eh bien, que les Palestiniens demandent d'avoir les mêmes droits que les Israéliens où ils vivent sur la même terre et donc qu'ils soient des citoyens comme les autres. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jacob. Je pense que un des problèmes que j'ai avec le mouvement de solidarité, une partie du mouvement de solidarité, c'est qu'on parle tout le temps de la solution à deux États. On nous a parlé du processus d'Oslo. Il ne faut pas oublier qu'on nous a embobiné avec le processus d'Oslo, qui était une arnaque évidente depuis le début. Ça a été dit par Chomsky, ça a été dit par Saïd à l'époque, en 93, que ça menait nulle part. C'était bon. Mais moi, je voudrais revenir à ce qui me paraît le problème principal, qui est le problème interne à la France ou à la Belgique. C'est-à-dire que moi, je vois le problème, et j'ai évolué aussi là-dessus, non pas comme un problème de savoir quelle solution pour le Moyen-Orient, qu'est-ce que l'autorité devrait faire, ce que devrait faire le Hamas, le Hezbollah, etc., parce que de toute façon, ils ne les écoutent pas, c'est eux, ils déterminent leur politique eux-mêmes, mais qu'est-ce que nous devrions faire en France même? Or, je prétends que, d'abord, l'attitude des hommes politiques, des journalistes, etc., devrait changer, le discours devrait changer, au moins le discours pourrait changer. Il faut se rendre compte qu'on ne va pas faire la guerre à Israël, donc on n'a pas de moyens de pression militaire. Il faut aussi se rendre compte que le principal soutien à Israël, c'est les États-Unis. Donc la seule position possible de la France est de nouveau une position de souveraineté, d'indépendance, de retrait par rapport au soutien à Israël. C'est aussi la seule position possible de l'Europe. Mais comment obtenir cette position ? Si ce n'est en libérant la parole. Alors quand je dis ça, tout le monde me tombe dessus. Je dis libérer la parole non-juifs, parce que je pense que c'est principalement les non-juifs qui sont intimidés par le discours dominant, par la censure, par les procès. C'est des procès dans tout le spectre politique. Gollnisch a été poursuivi, Memermet a été poursuivi, Morin a été poursuivi, tout le monde est poursuivi. Donc, vous avez des gens centristes, on va dire, comme Pascal Boniface, qui ont eu plein d'ennuis. Donc, vous avez des gens de tous les bords politiques qui sont poursuivis. Toujours la même chose, l'antisémitisme. Tant qu'on accepte cela, tant qu'on accepte que la question du droit des gens
Moi, je veux bien qu'on fasse des lois contre l'antisémitisme, mais je voudrais qu'il y ait égalité de traitement alors entre l'antisémitisme et les autres anti-machin chose. Si on commence à faire les mêmes lois pour tout le monde, on fait taire tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas quand des associations peuvent poursuivre, que le ministre de l'Intérieur poursuive pour incitation à la haine raciale dans les cas où il y a une véritable incitation, je veux bien. Mais si des associations peuvent poursuivre de façon arbitraire, par exemple, il y a une madame qui a mis 2 autocollants, boycott apartheid sur des fruits dans un carrefour. Elle est condamnée à 1 000 € d'amende, pas pour ce qu'elle a fait au carrefour, mais pour incitation à la haine raciale. Si on accepte de telles incitations, que c'est d'une incitation à la haine raciale d'appeler au boycott d'un État dont on désapprouve la politique, alors il fallait le faire avec l'Afrique du Sud, il faut le faire avec la Chine, pour les gens qui sont contre l'occupation du Tibet, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a un tel 2 poids 2 mesures que tout le monde comprend, tous les gens qui ne sont pas politiquement corrects, qui ne sont pas courageux, qui sont des hommes politiques un peu comment dirais-je, opportunistes, ils vont dire, ils contrôlent tout. Et ils vont dire, les Juifs contrôlent tout. Ils ne vont pas choisir les mots, ils vont dire c'est nous, ils vont dire les Juifs. Ils vont avoir peur. Donc rien ne va bouger. D'accord ? Moi, je ne dis pas les Juifs contre... Moi, je ne dis pas ça. Mais je dis, c'est la réaction qu'il va y avoir dans les journalistes, les gens... Et les gens disent ça. Quand on écoute ce que les gens disent, on constate que c'est le raisonnement qu'ils font. Et le raisonnement qu'ils font, ils le font parce que c'est comme ça. Je prends mon pays, la Belgique. Quand Dieudonné est venu la dernière fois, on a envoyé la police arrêter son spectacle. Personne n'a rien dit. Tout le monde tremble. Mais pourquoi est-ce qu'on peut interdire un spectacle ? Qu'on condamne un spectacle a posteriori, ça c'est encore possible. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait dans un autre spectacle qu'il a fait. Ils ont été enregistrés, ils épluchent ce qu'il a dit pour voir s'il y a moyen de poursuivre. Mais interdire un spectacle préventivement, c'est tout à fait contre les droits le droit belge, contre la Constitution, etc. C'est évident qu'on ne peut pas interdire un spectacle, sauf s'il y a des troubles à l'ordre public, à ce moment-là. Et pas parce qu'il y a des propos qui sont tenus qui ne plaisent pas. D'accord ? Et donc, le fait qu'on fasse cela, ça montre une soumission de l'appareil d'État, de l'appareil judiciaire, de tout le monde. D'accord ? Mais si on ne se débarrasse pas de ça, on ne va quand même pas libérer la Palestine. D'accord ? Quand on parle d'un État laïque et démocratique en Palestine, moi je veux un État laïque et démocratique en France pour commencer, en rigolant, mais il n'est pas laïque parce qu'il a d'une certaine façon instauré une espèce de religion de la Shoah comme religion semi-officielle de l'État, et il n'est pas démocratique parce qu'il supprime la liberté d'expression sur une question particulière, sur l'histoire, sur toutes sortes de choses. Il y a la loi Guesso qui est une loi particulière pour cette question-là, pas pour d'autres questions. Je veux dire, tant qu'on ne revient pas aux principes républicains et laïques fondamentaux, ici en France ou en Belgique, enfin, pas républicains en Belgique, mais bon, laïques fondamentaux, comment fait-on qu'on arrive à quoi que ce soit ? Et alors si on parle de la relation avec les communautés dites d'origine immigrée, ben évidemment, comme ces communautés sympathisent très fort avec les Palestiniens, ce qui est assez normal, on ne peut pas s'entendre avec elles, on ne peut même pas discuter avec elles, tant qu'on n'a pas admis justement la liberté d'expression sur ces questions-là, y compris le fait de défendre la solution à un État, ou même de dire que voilà, l'État d'Israël est illégitime, enfin toutes sortes de choses que moi je ne tiens pas... Ce n'est pas spécialement ce que je dis, mais je sais que d'autres personnes le pensent, et je pense qu'elles doivent pouvoir le dire, c'est ça l'important. Je suis d'accord, mais enfin on est sur 2 plans. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la notion de 2 États, ça a des répercussions, à mon sens, dans la vision qu'on peut développer en France par rapport à ce qui se passe dans cette région. C'est-à-dire que longtemps et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui défendent en sous-main la même mise sioniste sur cette terre, la Cisjordanie, justement avance masquée avec la proposition de 2 États. C'est pour ça que, pour moi, c'est très important de démystifier cette solution à l'intérieur même de la France. C'est pas le conseil que je donne, entre guillemets, à l'autorité palestinienne. C'est démystifier cette solution déjà ici. Parce qu'en fait, tout le monde a dit par exemple, la conférence de Genève dont on a parlé, ah oui, 2 États, etc. Ouais, tout le monde, par exemple, on a entendu un Patrick Bruel dire ah, moi je suis pour la solution de 2 États, je suis pour un État palestinien. L'UEJF dit ah, mais je suis pour un État palestinien. Non, mais justement, c'est ça qu'il faut démystifier. Netanyahou est pour un État palestinien, quelque part sur la Lune. Maintenant, sur ce qui se passe ici, ben justement, c'est le sens de notre combat. C'est à force
de combattre, de délégitimer, de dénoncer la mainmise, l'occupation, à force par exemple de rendre le boycott. C'est vrai que le boycott aujourd'hui en tout cas, c'est-à-dire rendre le boycott pénalement condamnable, ça aussi on peut le combattre. Et je pense qu'on peut y arriver par des actions de ce type ici en France ou en Belgique. Rendre la parole libre. Et c'est le sens de nos engagements. La dénonciation de la mainmise des médias, c'est le sens de nos engagements. Libérer la parole politique sur le boycott. Voilà. Et ça fait partie. Je sais que moi, quand on pose la question, je dis historiquement parlant, je sais d'où on vient. C'est-à-dire, moi, je pense aux années 60 et aux années 70, lorsque l'État d'Israël n'avait même pas besoin de faire de la propagande, tellement il était sûr de lui, tellement il était dominateur, tellement il était légitime. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, je me dis qu'il y a de l'espoir et que tous ces combats-là doivent aboutir un jour. Oui, mais moi je pense qu'il faut aller en profondeur. Par exemple, il faut démystifier aussi, par exemple, le discours de culpabilisation. Moi, j'ai été un jour à une conférence où il y avait une représentante de l'autorité palestinienne qui a dit « Oui, on est coupable, on est tous coupables, etc. de l'Holocauste. » J'ai dit « Mais écoutez, moi, j'étais pas né. En quoi est-ce que je suis coupable ? Je veux dire, coupable, c'est pas responsable, c'est pas préoccupé, c'est pas considérant ça comme important, c'est coupable. » Bon. Et j'ai insisté sur les mots. Suite à ça, on a supprimé une conférence que je devais faire un peu après sur la Palestine à Bruxelles. À un autre moment, je devais faire une conférence à Grenoble. Je ne veux pas prendre mon cas particulier, c'est seulement des petites anecdotes. Une conférence à Grenoble où il y a quelqu'un, de nouveau, pro-palestinien, très engagé, etc., qui a tout fait pour essayer d'éviter que je ne puisse avoir un débat contradictoire à Grenoble. J'étais invité par quelqu'un d'origine marocaine, enfin quelqu'un que j'avais rencontré à la fête de l'Humain, qui m'avait invité à parler justement de cette question la question palestinienne, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de criminel? J'ai été dans une réunion sur le boycott. Et quelqu'un qui était d'origine palestinienne ou arabe a dit « Mais les Palestiniens ne sont pas coupables de l'Holocauste. » J'ai dit « Non plus, on est né après la guerre. Comment est-ce qu'on est coupable ?» Et quelqu'un m'a jeté au visage « Vous vous lavez vite les mains. » Dans cette réunion, vous vous lavez vite les mains de ce que vos parents ont fait pendant la guerre. Mes parents, elles ne le connaissent pas, c'est pas ce que mes parents ont fait. Je veux dire, si on a j'étais à une autre réunion, de nouveau sur le boycott, je parle de trucs très radicaux, où quelqu'un a dit oui, c'est plus facile en Angleterre parce qu'on n'a pas la même culpabilité. Mais culpabilité de quoi? Tant qu'on accepte que nous sommes collectifs. Alors il faut voir aussi ce que ça veut dire comme antiracisme. Ça veut dire que le peuple français, allemand, etc. est collectivement coupable. Et c'est transmissible aux descendants. C'est l'idée de culpabilité collective avec laquelle je ne suis même pas d'accord pour les Allemands en 1945 parce que je refuse le concept de culpabilité collective, mais qui maintenant est transmissible aux descendants. Et ad vitam aeternam. Oui, et pourquoi la culpabilité à sens unique? Toujours... Oui, parce que alors on pourrait jouer ce jeu et dire voilà, les Juifs sont responsables. Mais moi je ne dis pas ça. Mais... Pourquoi, par exemple, pourquoi il n'y aurait pas un devoir de mémoire? Pourquoi sur l'expulsion et la destruction, le génocide culturel, social et économique du peuple palestinien? Tout un peuple a été, c'est vrai, chassé, pas exterminé, mais toute la société palestinienne, ses villages, ses mosquées, ses cimetières, ses églises, ses fermes, ses maisons, tout a été rasé. Tout un peuple a été dépossédé. Pourquoi on ne parlerait pas d'un devoir de mémoire? Pourquoi il n'y aurait pas une responsabilité collective? Pourquoi ça sera toujours... Oui, mais moi je compte le concept de responsabilité collective dans tous les cas. Pourquoi ça sera toujours dans un seul domaine? Pourquoi on ne dit pas les Américains avec les Indiens, etc. etc. Voilà. Et donc pourquoi on nous impose, enfin on nous matraque avec ça? Et moi ce qui me fait un peu... Ce qui me désole, c'est de voir que pas mal d'organisations de gauche ou même pro-palestiniennes reprendre
ce discours et le légitimer. Tout le temps. C'est ça le drame. J'étais à une autre réunion en homme politique belge et moi j'ai rien à me reprocher parce que mes parents ont caché des juifs pendant la guerre. Mais d'abord c'est pas lui, et puis les autres ils ont quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce qu'on... Je veux dire, c'est un arc réflexe de la pensée et particulièrement encouragé, évidemment. Alors si vous contestez ça, vous êtes immédiatement traité de tous les noms. Donc le fait même de dire, écoutez, les gens sont responsables de leurs actions, pas collectivement, et puis de toute façon, maintenant, c'est pas ça la question, on ne peut pas régler les problèmes de la guerre, parce qu'elle est terminée. Je veux dire, il faut savoir il faut absolument, je trouve aussi que, par exemple, votre président, là, au Veldif, il dit, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la police allemande, non, ça c'est vrai, mais c'est quand même sous l'occupation et à la demande des Allemands que la rafle a été faite. C'est pas, les Français n'auraient jamais fait ça s'il n'y avait pas une occupation. C'est pas vrai que la France était structurellement antisémite en 1939. Elle n'était pas, il y avait Blum qui avait été président du Conseil. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu un régime comme il y a eu sans la guerre. Il ne faut jamais oublier de répéter ça, parce que justement, sinon on accepte tout le temps la culpabilité collective. Moi j'aurais une question à propos du nationalisme palestinien. Parce qu'il y a toute une partie des pro-palestiniens qui aimeraient aussi 2 États. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire que ces gens-là soient finalement des idiots utiles du sionisme ? De certaines façons. Moi je crois que les Palestiniens sont tombés dans un piège. Ils sont dans un piège terrible. C'est-à-dire, au départ, ils refusaient Israël. C'est-à-dire, ils refusaient quand même d'être dépossédés de leurs terres. Et ils ont proposé un pays unique. Et l'Occident leur a mis le marché en main. Si vous êtes pour un État unique, ça veut dire que vous êtes pour la destruction de l'État d'Israël. C'est ça aussi. Ce qui est vrai. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un génocide, enfin bon, et tout ce qui vient avec. Donc, c'est que les Palestiniens ont été amenés, dès les années 70 d'ailleurs, enfin petit à petit, à accepter l'idée d'avoir un État palestinien sur ce qu'il leur reste de la Palestine, ça veut dire sur 20%. Bien. Mais même là, moi, à mon sens, malheureusement, ils ont trouvé des collabos prêts à rentrer dans ce jeu, parce que les Palestiniens, s'il y avait vraiment un nationalisme, un réel nationalisme avec un esprit militant, au bout de 2-3 ans, 4 ans maximum, ils auraient dû se rendre compte que les accords d'Oslo, même si au départ, pourquoi pas après tout, en 93, sont dit on va faire ça de bonne foi. Bien. Au bout de quelques années, même 3-4 ans, ils auraient dû se rendre compte que c'était une arnaque. À ce moment-là, ils auraient dû dire voilà, ben tant pis, on refuse cet État, cette notion de 2 États. Bon, le fait qu'il ne l'ait pas fait, c'est que, personnellement, moi c'est mon opinion, c'est une élite, c'est un groupe qui a accepté de jouer le jeu en acceptant les privilèges de cette collaboration. Ça, oui. Mais sur la question de la destruction d'Israël, il faut bien comprendre que la question, c'est ce que veut dire Israël. D'accord ? Quand, par exemple, les Iraniens disent, ils n'ont jamais dit qu'il fallait détruire Israël, ils ont dit qu'il fallait que le régime qui occupe Jérusalem, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Quds, s'efface la page du temps, et ça veut dire qu'ils ne veulent pas un régime, comme ils disent, sioniste, c'est-à-dire un régime qui veut un État juif défini comme majorité juive. Mais même les musulmans les plus radicaux, si vous leur dites, si vous voulez que les juifs et les musulmans coexistent dans un seul État, ils diront, ok, les juifs ne l'accepteraient pas. Je peux comprendre d'ailleurs pourquoi les juifs ne l'accepteraient pas. Mais il faut quand même comprendre le concept, ce que ça veut dire, la légitimité d'Israël, détruire Israël, etc. C'est détruire l'État comme État exclusivement juif ou à grosse majorité juive. Ce qui est évidemment ce que tout le monde veut, tous les juifs veulent en Israël. C'est bien ça la profondeur du problème. Mais il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas la même chose que de tuer tout le monde ou d'expulser tout le monde et de vouloir l'abolition de l'État comme État juif. C'est la nature de l'État. C'est comme en Belgique, il y a des gens qui veulent la fin de la Belgique, mais ces gens ne veulent pas tuer qui que ce soit, ils veulent simplement couper la Belgique en deux. C'est pas, les États n'ont pas. C'est toujours un truc irritant quand on dit Israël a le droit d'exister. Parce que la Tchécoslovaquie a le droit d'exister, la Yougoslavie, l'URSS, la Belgique, je ne sais pas. Les États n'ont pas de droit, les gens qui vivent dans les États ont des droits. D'accord ? Mais c'est une grande différence, et c'est une différence qui est importante et qui est tout le temps passée sous silence dans cette question. Justement, moi, je dénonce l'amalgame qui est fait, qui est construit autour. Voilà. C'est-à-dire que il est évident que, et même les dirigeants sionistes savent, ou les dirigeants occidentaux savent très bien que quand on parle de destruction de l'État d'Israël, c'est pas le peuple, c'est les structures sionistes. Voilà. Mais justement,
l'establishment israélien joue sur les mots et dit le fait de dire qu'un État unique nécessiterait la disparition d'un État sioniste. Ça veut dire d'une séparation ethnique, d'une même mise ethnique sur une région. Et associe à cela la destruction physique d'un peuple. Et ça joue sur l'inconscient collectif. Et les responsables occidentaux, qui sont évidemment des alliés d'Israël, acceptent volontiers cette mystification et ne font rien pour s'en débarrasser. Mais disons, ce qui est tragique et d'une certaine façon qui attire peut-être dans la question palestinienne, c'est qu'ils ont eu tout le monde sur le dos. Je ne connais pas la citation par cœur, mais Edouard Saïd dit ça quelque part, que quand on fait la liste des gens qui étaient du côté pro-israélien avant la création de l'État, tous les grands hommes politiques, Churchill, tous les hommes politiques, les intellectuels, les artistes, etc., et qu'on essaie de faire une liste du côté palestinien, on ne trouve personne, pratiquement personne, déjà au début. Et donc le rapport de force était extrêmement défavorable. Ils ont Israël a les États-Unis, on va dire à leur botte pratiquement. L'Europe, c'est pas mieux. Je veux dire, il y a un rapport de force. Alors évidemment, dans le monde arabe, en plus, il y a plein de ce qu'il faut bien appeler des traîtres. Et alors la direction palestinienne n'est pas très bonne, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Moi, je ne veux pas jeter la pierre à la direction palestinienne, je voudrais plutôt poser la question interne. Qu'est-ce que nous, on a fait ici? Je veux dire, la coopération, encore il y a quelques jours, je reçois un article, la coopération entre l'Europe et Israël va s'intensifier. Alors, et on est content de ça, on est arrivé à quoi? Je veux dire, tant qu'on a... Et alors, c'est toujours la même histoire. On n'accepte pas de débat de fond sur ce qu'on a fait. Et je dis, il y a deux trucs sur lesquels on devrait débattre, c'est la libération de la parole, la culpabilité et les accusations constantes d'antisémitisme. Mais pas seulement les accusations, mais c'est ça ce qui est important, c'est que l'histoire de l'antisémitisme est manipulée, mais c'est pas seulement dans les cas. Bon, je pense que quand on accuse Mermet ou Morin d'antisémitisme, tout le mouvement de solidarité va être contre cette accusation. Mais c'est la question fondamentale du droit. Où est le droit? Qu'est-ce qu'on accepte comme accusation? Qu'est-ce qu'on accepte comme, au point de vue liberté d'expression? Si on accepte l'abolition, de donner à un groupe la possibilité, en fait, de supprimer la liberté d'expression quand ça lui chante, évidemment, ce groupe a un pouvoir énorme. Et si on accepte ce principe-là, ce qu'on accepte en pratique au nom de la soi-disant lutte contre l'antisémitisme, on ne va nulle part. Et c'est ces questions internes à la France, au mouvement de solidarité, à la gauche, etc., que je voudrais pouvoir poser. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans une des vidéos précédentes, où, bon, pour prendre un cas personnel, mais qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire sur l'agression, les deux agressions que j'ai subies, et la différence de traitement par rapport à ces agressions et à celles que subit tout bon juif, membre du CRIF ou protégé par le CRIF, et qui mobilise toutes les institutions de la République. Oui, c'est ça. Voilà, ça, on est d'accord sur le constat. Et voilà, et le sens de notre combat, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le rapport de force est très inégal pour le moment, c'est un fait. Mais c'est pas ça qui va nous faire baisser les bras. Malgré tout, voilà, on avance et on se bat. Lui, c'est un juif qu'on peut attaquer sans être antisémite. Poum. Non, mais voilà. c'est vrai qu'on a cette situation complètement absurde où effectivement, lui, alors là, il est attaqué physiquement, etc. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de montée au créneau, il n'y a pas de mobilisation de ministre de l'Intérieur, etc., etc. Et là, subitement, c'est plus antisémite. Ça, c'est OK. Bon, alors, moi, j'aimerais pas être à sa place, mais je trouve ça, effectivement, de nouveau, il n'y a pas assez de mobilisation sur ces questions-là. Oui. Et c'est de nouveau un problème interne à la France. Enfin, interne, il faut d'abord régler le problème en France, parce que si on prenons par exemple le fait de faire pression sur Israël. Quand il y a eu l'annexion des territoires occupés en 1967, De Gaulle a fait un discours que je trouve admirable. Et De Gaulle a dit, n'allez pas commencer à les coloniser, ça va faire que des problèmes. Et on voit que ça n'a fait que des problèmes. Mais ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit à De Gaulle? Ploum ploum tralala, ils ont envoyé promener. Donc, il faut bien se rendre compte que si De Gaulle n'était pas écouté, ni en France d'ailleurs, ni en Israël, c'est pas avec la faible
la faible situation dans laquelle on est là à traquer les antisémites, à essayer de surveiller, à essayer de m'empêcher de faire une conférence et des trucs comme ça, dans des gens qui se disent dans le mouvement de solidarité qu'on va avancer. Il faut quand même être sérieux. Je crois, Jean, que l'État d'Israël apporte de l'eau à notre moulin. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il irrite tout le monde. Voilà, c'est un pays qui fait tout pour se faire détester. Oui. Et il finira par devenir le paria, s'il ne l'est déjà un peu, le paria de l'humanité. Parce qu'avec sa politique d'occupation à outrance, de colonisation, d'humiliation, de barrage, et l'arrogance et l'impudence dont il fait preuve, etc., il creuse sa propre tombe. C'est-à-dire que, voilà, bon, les gens, même avec leur meilleure volonté, moi, combien de gens, personnellement, j'ai connu des gens qui étaient vraiment, il y a seulement quelques années, ils me disaient, moi, j'étais naturellement, et c'est pas des juifs ni des musulmans, des Français, de bons Français, et qui me disent, moi, depuis 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, je suis devenu anti-israélien, je suis devenu antisioniste. Parce que on voit bien où mène la politique d'Israël. À la limite, nous, on n'a plus qu'à montrer les vidéos de ces soldats conquérants, juifs et sionistes, de ces colons qui font des ratonnades, de ces fatwas de rabbins qui interdisent aux juifs de louer à des arabes, à leurs citoyens, de cette nouvelle loi qui va interdire aux non-israéliens d'ester devant la justice israélienne, etc. On n'a juste besoin que de répercuter tous, rien que ça, et le travail se fait tout seul. La nouvelle génération, elle grandit avec ce sentiment, avec cette conviction que l'État d'Israël est vraiment est une arnaque et que cet État ne peut pas continuer comme ça. Et il va continuer jusqu'au bout à bouffer, à avaler la Cisjordanie. Et à la fin, on leur dira, ben, vous allez être obligés de vivre ensemble. Voilà. Alors je vais finir peut-être par une remarque sur l'antisémitisme, parce que moi je suis toujours évidemment suspect d'eux, etc. Je m'en fous, mais je pense que ce que je dis est philosémite, pas antisémite. Je ne dis pas que je le fais par philosémitisme, je le fais peu importe les raisons, mais c'est vrai que c'est évident que ce que tu dis sur Israël au niveau international est aussi vrai des organisations juives ici. D'accord ? Un des classiques, si on veut, des accusations antisémites, c'est l'attaque contre le pouvoir juif. C'est l'idée que les juifs contrôlent les banques, contrôlent les médias, contrôlent... Bon, ça c'est une des charges antisémites classiques. C'est pas la seule, mais c'est une des principales. Bon. Mais alors peut-être la première chose à faire, si on ne veut pas renforcer cette charge, c'est pas faire comme si c'était vrai, parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce que les organisations essayent de faire, en intimidant tout le monde, en poursuivant tout le monde, en attaquant, etc. Qui en plus, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est pas tellement ces organisations qu'elles fassent ce qu'elles veulent, mais que les organisations, les autres, les organisations de solidarité à Palestine pour commencer, mais aussi je sais pas, le PC, la NPA, n'importe quoi, les organisations politiques, aient des idées claires sur ces questions, des droits des gens, de ce que dit la Constitution française, de ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 sur la liberté d'expression, la Constitution belge, etc., et soient capables de les défendre, y compris dans les questions où, soi-disant, l'antisémitisme est en jeu. Et le faire tous et c'est ça ce qui est différent, c'est le faire tous azimuts, pas le faire pour des gens qui sont tout à fait au-dessus de tout soupçon, comme Badiou, Hazan, etc., mais le faire, dire, bon, quel droit reconnaissez-vous à Dieu donné? Vous n'en reconnaissez aucun. Dites-moi pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Discutons de ça. Mais tant qu'on ne discute pas des cas où tout le monde se mobilise en disant « Ah, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, parce que ça c'est trop scandaleux, il a été trop loin, il a franchi les lignes, etc. » Quelles sont les lignes? Où est-ce qu'il est écrit qu'il y a des lignes rouges, etc. dans la Constitution française, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Il n'y en a pas. Alors, on peut en introduire, mais qu'on les introduise pour tout le monde et qu'on en discute. Et cette discussion-là est cruciale, elle n'a pas lieu. Et moi, je pense évidemment que si elle avait lieu, elle serait bonne pour les Juifs. Et pas, je ne dis pas que c'est pas ma motivation ni la seule raison, mais si on veut se poser cette question, qui n'est pas ma question, est-ce que c'est bon pour les Juifs? Je pense que c'est bon pour les Juifs d'en finir avec cette intimidation. Parce que cette intimidation, comme la politique israélienne provoque l'hostilité, l'intimidation, il ne faut pas croire que tous les goïms sont si bêtes que ça. Il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'il y a ce climat de pression constante et ça les irrite. Ça les irrite.
Mais non, c'est pas pour ça qu'ils vont tuer qui que ce soit, faire du mal à qui que ce soit, parce que personne n'est... On n'est pas aujourd'hui dans une situation très violente. La société est très pacifiée. Il n'y a pas de groupe armé, il n'y a pas de bagarre de rue, il n'y a pas tout ça pour l'instant. Ça peut changer, mais pour l'instant, Mais évidemment, les sentiments d'hostilité à la communauté juive ne font qu'augmenter, à mon avis, à cause de ça. Je dirais juste un mot pour dire que, que le débat existe. Voilà. J'ai l'impression en écoutant Jean que ce débat n'existe pas, alors que moi je dis que ce débat existe et que la controverse est là et qu'elle secoue et que nous sommes dans un rapport de force pour le moment défavorable, mais que ce rapport de force a tendance à évoluer. Voilà. Très bien, Jacob Cohen et Jean Bricmont, je vous remercie d'avoir fait cette discussion pour le Cercle des volontaires, en espérant qu'elle éclaire les internautes et qu'elle suscite le débat.